Bonjour chers amis joueurs, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101, je suis LP et aujourd'hui le jeu que je vous montre est un jeu qui avait connu un succès relatif sur Kickstarter. C'est un jeu qui n'est pas très connu en Amérique du Nord, c'est une réédition, dans le fond le Kickstarter servait à amener le jeu en Amérique du Nord. C'est un jeu japonais qui s'intitule en anglais, je ne le dirai pas en japonais, Heart of Crown. C'est un jeu qui a été créé par Genko, édité par Japanime Games. Ils font beaucoup de jeux, dans le fond, le visuel est basé sur des mangas, si vous connaissez ces séries de jeux-là. C'est un deck building game pour 2 à 4 joueurs, ça va durer environ 1 heure, c'est assez fidèle le temps qui est écrit sur la boîte. Et dans le fond, l'objectif de ce jeu-là, c'est de choisir et de faire élire une princesse. Suite au décès du roi, le roi avait 7 filles, 2 jumelles et 5 autres filles, et on doit tenter d'en faire élire l'une de celles-là pour devenir la prochaine reine du royaume. Comme à l'habitude, je vous montre comment on installe le jeu, je vous explique comment ça fonctionne et je vous dis à la toute fin ce que j'en pense. Première étape, comme tout bon deck building, on a 2 types de cartes au départ. On va avoir les cartes qui s'intitulent Farming Village, qui vont rapporter la monnaie du jeu, 1 point de monnaie. Il y en a 7 comme celle-ci qu'on va prendre dans notre main, puis qui ont une valeur 1 point de victoire négatif à la fin de la partie, ça je vais y revenir. On a aussi les Apprentice Made, qui ont un impact négatif de 2 points de victoire en fin de partie et qui ne rapportent rien. C'est l'espèce de carte pourrie qu'on a toujours en main en début de partie. On en a 3 pour faire un total de 10 cartes pour commencer notre main de départ. Chaque joueur a une main identique. Et voici la mise en place, dans quelque sorte, de la zone d'achat du jeu. Il y a beaucoup de stock, fait que je vous décortique ça rapidement. Ici, en haut à gauche, on a les cartes de malédiction, les cartes curse. On va en mettre dans le fond, dans le paquet de cartes, 4 par joueur. Si on joue à 2, on va mettre 8, 3, 12, 4, 16 maximum. On a ici une rangée de cartes qui sont disponibles à chacune des parties. Il y a généralement un peu à la Dominion, les 2 cartes d'achat améliorées. Il y a les villes qu'on peut acheter qui ont un coût d'achat complètement en haut à gauche de 3 puis qui rapportent 2 sous à chaque fois qu'on l'utilise. Puis les grandes villes qui ont un coût d'achat de 6 qui rapportent 3. Ça sont là, à toutes les parties, on met le paquet de cartes au complet. Il y a aussi les servantes royales, les Royal Maid, les sénateurs, les ducs qui rapportent les points de victoire du jeu, les points de succession, j'y reviendrai. Sont aussi ces 3 piles de cartes-là disponibles à chacune des parties. Ensuite, prochaine étape, il y a les princesses en tant que telles. Je vous disais qu'il y en avait 7. On a les 6 cartes princesses. Il y a une carte qui c'est les jumelles dont je parlais. Chaque carte princesse est recto-verso. Ce n'est pas des cartes qu'on va mélanger dans notre deck. De l'autre côté de la carte, il y a des informations puis une petite histoire sur la princesse. Et les 6 sont toujours disponibles aussi en début de partie. Finalement, il y a une partie carte marché. C'est là que le jeu va venir chercher un peu la particularité. Habituellement, dans les deck building, il y a des cartes, soit des cartes qui sont disponibles, puis on les sait tout au long de la partie, c'est les mêmes, soit il y a un paquet de cartes qui est brassé, puis qui est comme les Legendary Marvel, ou comme plusieurs autres jeux, et ou DC Comics Deck Building Game, par exemple. Puis c'est là-dedans qu'on pige les cartes. Celui-là, il y a les deux. Il y a des cartes qui sont toujours disponibles. Puis mon marché est composé de 10 paquets de 5 cartes qu'on va choisir parmi 30 paquets de 5 cartes dans la boîte de base. Il y a des configurations qui sont suggérées dans le jeu, ou on peut les faire au hasard avec des randomizers qui viennent dans la boîte. Puis on brasse ça pour faire un paquet de 50 cartes. Dans ce paquet-là, on rajoute aussi 2 cartes spéciales qui sont des cartes rares. J'en ai mis une ici pour montrer un exemple. C'est une carte qui coûte 11, l'autre carte rare coûte 13. Il y en a 2, on se fait un paquet de 52 cartes. Quand on a fait notre paquet de 52 cartes qu'on a très bien brassé, on révèle les cartes une à la suite de l'autre jusqu'à temps qu'il y ait 8 cartes différentes disponibles pour l'achat. Si jamais on revire une carte et qu'il y avait déjà une carte du même type disponible, on fait juste les empiler une en arrière de l'autre, ils vont en avoir plus qu'une d'offerte. Dans ce cas-ci, dans ma mise en place initiale, j'ai 3 cartes qui ont été revirées 2 fois avant que j'arrive à un compte de 8 cartes différentes. Et quand on remet le reste du paquet de cartes ici, puis à chaque fois qu'un endroit va se vider, on va virer puis on va remplacer par une nouvelle carte. Puis on va retourner jusqu'à temps, on va continuer à tourner jusqu'à temps qu'on obtienne une carte différente qui n'est pas encore disponible pour qu'on puisse avoir 8 cartes différentes. Maintenant, le tour de jeu en tant que tel, comment il marche, comme dans tout bon deck building, on va commencer par piger 5 cartes de sa main pour commencer la partie. Et la première phase de chaque tour de jeu, c'est la phase principale, c'est la phase où on va jouer ses cartes. Mais ce jeu-là a une petite particularité, c'est les flèches. Pour jouer ces cartes, il faut être capable de créer une suite d'enchaînement. Vous voyez ici, complètement à droite de la carte que je viens de jouer, le Farming Village, il vient de me rajouter une pièce d'or que je vais pouvoir utiliser pour acheter des cartes plus tard. Et il me donne une flèche vers la droite, me permettant de jouer une deuxième carte, qui me permet d'en jouer une troisième, qui me permet d'en jouer une quatrième. Mais mon Apprentice Maid, elle, n'a pas de flèche. Donc mon tour de jeu va prendre fin au moment où je vais jouer cette carte-là. Et dans la phase d'achat, quand je vais acheter mes cartes, il faut faire attention à cet aspect-là. Je vous donne quelques exemples. Si j'ai acheté
précédemment dans mon tour de jeu, j'ai acheté la carte de l'aventurier, qui est comme ceci. Au moment où je vais la jouer, je vais appliquer son effet, mais on voit qu'il n'y a pas de flèche sur la carte de l'aventurier. Ça va donc mettre fin à mon tour de jeu quand je vais l'acheter, quand je vais la jouer. Fait que si je joue mes fermes, puis ensuite je joue mon aventurier, si j'en ai acheté un deuxième, je ne pourrais pas le jouer si je le pige en même temps que le premier. Il va falloir que j'ai une certaine diversité, non seulement au niveau des effets, mais aussi au niveau des flèches. Il y a aussi certaines cartes, si je prends par exemple le scout, il y a certaines cartes, comme on peut voir, qui ont 2 flèches, me permettant de créer 2 suites d'enchaînement. Donc, dans ce cas-ci, si je pige mon scout en même temps que je pige mes 2 aventuriers, je pourrais tout à fait les jouer les 2 en même temps. De la même façon, là, ça commence à faire beaucoup de cartes pour un seul tour de jeu, mais on se comprend. Si je joue 2 scouts, un à la suite de l'autre, ça me permet de créer, de jouer par exemple mes 2 aventuriers vers le bas, et il reste encore une suite que je peux continuer vers la droite. Fait que ça prend quand même un certain espace de table de jeu devant soi, et ça force de jouer ces cartes l'une à la suite de l'autre pour être sûr qu'on ne se trompe pas au niveau des flèches. Quand on a fini de jouer nos cartes, mais on cumule tout simplement notre puissance d'achat. Puis ensuite, on s'en va vers la phase de jeu suivante. Autre élément que je précise, quand plus tard dans le jeu, on va avoir devant soi un domaine. Je montre un exemple de ce à quoi un domaine peut ressembler. Et je vous expliquerai dans quelques instants comment on fait pour avoir un domaine. Voici un domaine que je pourrais avoir. Un domaine va toujours rester devant soi et je ne rebrasserai pas à la fin de mon tour les cartes dans ma défausse. Une fois que j'ai un domaine, ces 3 cartes-là vont rester devant moi jusqu'à la fin de la partie. La particularité d'avoir un domaine, c'est que je peux le garder, mon domaine, devant moi pour réserver des cartes. Si dans ma main, je reprends mon premier exemple, donc j'avais quelques fermes de ma main et j'avais mes 2 cartes aventuriers, je sais que je ne peux pas jouer mes 2 cartes aventuriers devant moi. Je peux décider d'en garder l'une des 2 sur l'une de mes cartes de domaine. Je peux réserver ces cartes-là tant que le coût de la carte que je réserve n'est pas supérieur au coût de la carte sur laquelle je veux la poser. Donc je ne pourrais pas réserver un 2e aventurier sur ma ville, mais je peux réserver un aventurier sur ma grande ville. Et ça, je peux le faire autant de fois que je veux pendant mon tour de jeu. Et à n'importe quel moment de mon tour de jeu, je peux aller récupérer cette carte-là. Et cette carte-là n'est pas envoyée dans la défense à la fin de mon tour. Donc au prochain tour, je vais piger 5 nouvelles cartes. Puis là, je pourrais jouer mon aventurier au prochain tour de jeu si je veux le récupérer. Ou si je pige une autre carte qui coûte 3 ou moins, je vais pouvoir la déposer là-dessus. Je précise que les cartes qui sont vertes, qui ont un fond vert et qui ont le mot succession, ne peuvent pas être placées dans un domaine. Et les cartes qui sont justement brunes et qui sont écrites territoire ne peuvent pas non plus être réservées sur un domaine. Seules les cartes qui portent le mot action peuvent être réservées sur un domaine. Quand j'ai fini ma phase de jeu des cartes, j'arrive à la deuxième phase de jeu, qui s'appelle tout simplement phase secondaire. Ça ne s'appelle pas phase d'achat. Dans ce cas-ci, vous comprendrez pourquoi. J'ai 3 options dans la deuxième phase secondaire. La première option, ça va être le classique de tous les deck building, c'est de dépenser mon argent pour acheter une ou plusieurs cartes. Je fais tout simplement accumuler les pièces d'or que j'ai accumulées pendant la première phase de jeu, la phase principale, et j'achète ce que je veux. Je peux acheter soit les cartes du marché, le coût est indiqué en haut à gauche, et sauf exception, ces cartes-là, quand je les achète, vont dans ma défausse. Je peux acheter les cartes vertes qui sont toujours disponibles, qui sont dans le haut, fait que j'ai les sénateurs, j'ai les ducs, qui sont comme ça ici, qui coûtent 8 et rapportent 6 points, et j'ai les servantes royales, qui coûtent 3 et rapportent 2 points. Je peux aussi, comme dans tout bon deck building, acheter des meilleures cartes de financement, fait que des cités larges qui me rapportent 6 points, et me rapportent 3 d'argent à chaque fois que je la joue, ils coûtent 6, et des cités ordinaires qui rapportent 2 à chaque fois que je la joue, et qui coûtent 3. J'achète n'importe quelle combinaison que je veux, tant que je peux payer l'ensemble des cartes, ce que j'ai acheté va dans ma défausse. Deuxième choix que j'ai dans ma phase secondaire, si je choisis cette option-là, je ne peux acheter aucune carte, c'est de supporter l'une des 6 princesses du jeu. Au moment où je supporte la princesse, ça veut dire qu'on se commet à cette princesse-là, et c'est celle-là qu'on va tenter de faire élire à la fin de la partie. Les 6 princesses ont toutes un coût de support qui est de 6, donc je dois payer 6 pièces d'or pour supporter une princesse. Et les 6 princesses ont toutes un effet extrêmement puissant, soit immédiat, soit c'est un effet que je peux utiliser une fois par tour. Et par exemple, celle-là ici va me donner un nombre de tours gratuits à utiliser quand je veux. Le nombre de tours gratuits va être égal au nombre de princesses qui ont déjà été appuyées, plus 1. Donc si je suis le 4e joueur, puis personne ne l'a choisi encore, puis les 3 autres joueurs ont déjà appuyé une princesse, mais je vais prendre des petits jetons. Puis ça va me donner 4 jetons de tours gratuits. La princesse qui est ici me permet d'aller chercher 2 cartes de coût 5 ou moins gratuitement au moment où je l'appuie. La princesse qui est ici me permet de jeter une carte de ma main, celle que je veux, puis d'aller chercher une carte dans ma défausse à tous les tours de jeu. Celle qui est ici me donne déjà 6 points de victoire.
dès le début, dès que je la supporte, en sachant qu'il faut se rendre à 20 une fois qu'on a supporté une princesse. Celle qui est ici réduit le coût des cartes que je veux acheter jusqu'à la fin de la partie. Puis celle qui est ici me permet d'aller chercher 5 cartes de servante royale gratuitement. Fait que les effets sont tous très forts. Donc une fois qu'on a supporté une princesse, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la princesse puis on va la mettre devant soi, ça va former son royaume. Ici, je fais 3 exemples différents juste pour montrer comment ça se passe avec 3 mains de cartes différentes. Donc, joueur numéro 1 a supporté cette princesse-là ici, qui lui donne 6 points de victoire. Elle lui a coûté 6. Et voici devant lui ces 6 pièces d'or, vous avez rien vu, ces 6 pièces d'or qu'il a dépensées pendant son tour de jeu pour pouvoir supporter la princesse. Je répète, il n'a pas pu acheter de cartes s'il a décidé de supporter une princesse. Parmi les cartes qu'il va jouer, il va prendre les 3 cartes terrain les plus chères parmi celles qu'il a jouées. Dans ce cas-ci, il en a joué juste 3, fait qu'il n'a pas le choix de prendre ces 3 cartes-là. Ces autres cartes vont retourner dans sa défausse comme à l'habitude dans ce genre de tour de jeu-là. Mais les 3 cartes qui forment son royaume vont rester devant lui, elles sortent de sa main et ne retourneront plus dans la défausse le reste de la partie. Et dans ce cas-ci, on se rappelle en première phase, on peut déposer des cartes sur les cartes de son royaume pour les garder, fait que ça lui permet de garder une carte de coup 6, une carte de coup 3 puis une carte de coup 1. Et les fermes, quand on les place dans son royaume, ils rapportent, en fait, font perdre 2 points de victoire. On est obligé, si on le peut, de placer 3 cartes. Donc le joueur ici n'aurait pas pu décider de ne pas mettre sa ferme dans son royaume comme il l'a joué, il est obligé de la mettre. Deuxième exemple, même si le coût des 3 cartes jouées, ici ça va dans sa défausse, même si le coût des 3 cartes jouées dépasse 6, mais il a quand même joué 3 cartes terrain. Donc c'est ces 3 cartes-là qui vont aller dans son royaume. Dans mon troisième exemple, il a supporté la princesse qui est ici, il a joué 5 cartes d'argent. Je précise, c'est 3 cartes qui vont dans le royaume. Donc les 2 premières vont y aller, les 2 autres vont être défaussées. Et ils vont retourner dans sa main éventuellement. Et lui va perdre un petit peu plus de points de victoire parce qu'il y a plus de fermes. Et si jamais un joueur avait réussi avec seulement 2 cartes à payer le coût de la princesse, c'est le seul moment où il peut avoir moins de 3 cartes dans le royaume. C'est s'il a joué juste 2 cartes, puis 3 autres cartes par rapport. Mais c'est ces 2 cartes-là qui vont former son royaume, qu'il va garder devant lui. Précis, super important, je l'ai déjà dit, je l'aurais dit, ces cartes-là ne retourneront plus dans la défausse, dans la main du joueur, ne les brassera plus, elles sortent de sa main. Donc on perd des points de victoire, mais il y a une mauvaise carte qu'on s'est enlevée de sa main. Maintenant, je vous explique la troisième option possible pendant la deuxième phase de jeu. Pour l'expliquer, je vais reprendre à la première. Disons que mon joueur ici a ses 5 cartes en main, il a déjà précédemment supporté une princesse, et voici son domaine. Il joue, il est content, il a pigé une main avec plein d'argent, il y a 2 sous, il y a 3 sous, les flèches ça marche, 3 autres sous, il est rendu à 6, 8, 10 sous. Et il joue un alchimiste qui permet de piger 2 cartes supplémentaires. Les 2 cartes qu'il pige sont ces cartes-ci. Il s'est acheté précédemment une servante royale et un sénateur. Et voici ce qu'il pige. Quand il arrive dans sa deuxième phase, ben là, lui, il est rendu à 2 choix. Soit il peut acheter des cartes, soit il peut faire le troisième choix que je vais expliquer dans une fraction de seconde, parce que le deuxième choix de supporter une princesse, il l'a déjà fait, donc il ne peut plus le faire. Fait quel est ce fameux troisième choix? Il peut décider de ne rien acheter, donc de jeter à l'eau toutes ses cartes d'or qu'il a pigées pendant son tour, il renvoie ça dans sa défense, il ne s'en sert pas, et à la place, il joue ses cartes de succession. Les cartes de succession, c'est les cartes vertes qu'on va avoir achetées par différents moyens, ou si on le veut, on peut jouer ces cartes de succession qu'on a en début de main, fait que les servantes apprenties, mais là on va avoir des points de victoire négatifs. Et si on a été chanceux, on a pigé certaines cartes très très rares, qui coûtent très très cher, mais qui rapportent beaucoup de points, qui sont sous des cartes de succession, qui sont vertes. Les cartes de succession, ben, c'est nos points de victoire. Si on décide de les jouer, on peut jouer toutes les cartes de succession qu'on a présentement dans notre main. On les place dans son royaume, puis ça nous rapporte des points de victoire. Puis si on fait ça, par contre, on renonce à tout l'or qu'on a ramassé pendant notre tour de jeu. Quand on a décidé quelle option on fait, soit on achète, soit on supporte une princesse et on forme son royaume, soit on joue ses cartes de succession, ben on arrive dans les phases traditionnelles du deck building, donc on défausse toutes les cartes qu'on a jouées, on défausse aussi toutes les cartes qu'on n'a pas jouées qui sont encore dans notre main. Dans ce jeu-là, la seule exception, c'est qu'ici, il y a des cartes qu'on veut garder, qu'on ne veut pas défausser, on peut toujours les mettre sur des cartes de notre royaume pour les garder en main, tant que le coût ne dépasse pas le coût qui est en haut. On va ensuite remplir le marché. Si on a acheté des cartes dans le marché, on va les remplacer en s'assurant qu'il y a toujours au moins 8 cartes disponibles dans le marché. Et on pige 5 nouvelles cartes et on est prêt pour notre tour de jeu suivant. Donc, les derniers points de règle. Il y a certaines affaires pour préciser. Donc, comment on gagne? C'est les points de succession qui vont déterminer le gagnant.
Les points de succession, les cartes de succession qu'on va placer, les cartes vertes, quand on les place dans son royaume, elles restent dans le royaume, elles sortent de notre main. Contrairement à un jeu comme Dominion, les cartes qui valent des points de victoire, si on décide de les jouer, on fait rien d'autre. Par contre, on les enlève de notre main, fait qu'ils ne pourrissent pas le reste de notre deck, le reste de la partie, ils vont rester dans notre royaume. À son tour de jeu, à n'importe quel moment, si on a un total de 20 points de victoire dans notre royaume, incluant les cartes négatives, donc si j'ai 24 points de victoire, mais je m'étais mis une ferme puis une servante apprentie, donc j'ai un total de 20, je peux déclarer une cérémonie de couronnement. Si je déclare une cérémonie de couronnement, je mets fin à mon tour, je termine mon tour de jeu. Et ensuite, tous les autres joueurs ont un dernier tour de jeu pour essayer de se rendre, eux aussi, ou elles aussi, à 20 points de victoire. Si à la fin de cette round-là, je suis toujours le seul à 20 points de victoire, ma princesse est couronnée nouvelle reine du royaume et j'ai gagné la partie. Je précise que je l'avais dit plus tôt, il y a une des princesses qui donne des jetons de tour gratuits. J'ai pas le droit de déclarer une cérémonie de couronnement puis tout d'utiliser un jeton de tour gratuit pour prendre mon prochain tour puis gagner automatiquement la partie. Je dois donner une chance à chaque joueur de se rendre à 20 points de partie. Si jamais il y a un ou plusieurs autres joueurs qui se rendent aussi à 20 points de victoire, à 20 points de succession, le temps que ça revienne à moi, ben, tous les joueurs qui ne sont pas à 20 sont éliminés et on continue encore quelques tours de jeu, puis le premier qui sera à 30 points de succession met fin immédiatement à la partie, il n'y a pas de dernier tour à tout le monde, et remporte la partie. Je précise que toutes les cartes qui donnent des points de succession, ça a des chances d'arriver dans une partie à cartes, donc les servantes royales, les sénateurs, les ducs. Si les 3 paquets de cartes sont vides dans la même partie, on regarde qui a le plus de points de succession présentement au moment où quelqu'un achète la dernière carte des 3 paquets. Et cette personne-là va remporter la partie. C'est une victoire alternative, mais c'est très très rare que ça arrive. De façon générale, on y va de façon traditionnelle. Finalement, qu'est-ce que je pense de Art of Crown? Je ne sais pas si ça apparaît dans l'explication, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je commence tout en donnant ma note, je vous donne un 8.5 sur 10, là, supérieur à certains des derniers jeux, beaucoup plus gros, dont j'ai fait la revue récemment. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il est extrêmement simple pour un deck building. Malgré sa simplicité, il amène des petites mécaniques nouvelles que j'avais pas vues avant dans un deck building, que j'aime beaucoup, entre autres l'espèce d'effet d'enchaînement auquel il faut faire attention. Si on fait juste acheter des cartes qui coûtent 4-5 qui sont très fortes mais qui n'ont pas de flèches, on va être pogné avec ces cartes-là dans ses mains et on s'en va les jouer. Fait qu'il y a un petit effet qui est intéressant. Il y a aussi le fait qu'on peut préparer sa main pour les prochains tours. Si on a attendu longtemps avant de supporter sa princesse, fait qu'on a plein de bonnes cartes d'achat puis on se fait un beau royaume avec 3 cartes de coup 6, on peut mettre plein de cartes qui coûtent cher sur nos cartes de royaume, les garder pour plus tard puis se faire un moment donné une espèce de tour incroyable, on va acheter plein de points de succession. Plein de mécaniques très intéressantes. Le visuel est aussi un point très très fort dans le jeu. D'habitude, les jeux de Japanese Games sont très très beaux, mais sont peu présentables. En ce sens où ce sont souvent des jeux qui reposent sur un visuel d'animé japonais où il y a très très peu de vêtements. On va dire ça comme ça. Et pour cette raison-là, c'est des jeux qui des fois mécaniquement sont super intéressants, mais qui sont difficiles à sortir. Celui-là, tout est cute. C'est le meilleur mot que je peux trouver. Les princesses sont cute, il n'y a rien qui est vulgaire, qui est trop posé, il n'y a aucune carte dans le jeu qui est sexy, entre guillemets, comme souvent c'est le cas dans ce type de jeu de cartes-là. Fait que le jeu est hyper présentable, on peut jouer avec une petite fille qui va adorer le concept de faire élire une princesse sans aucun problème. Ça, c'est super positif. C'est un jeu qui n'a pas de violence, qui n'a pas d'agression. En ce sens où d'habitude, les deck building, on joue des cartes, puis on attaque les autres, puis on arrache des têtes, ou il faut combattre des monstres, Legendary Alien, Legendary Predator, Marvel, on combat des monstres, on combat des ennemis, on tue du monde. Celui-là, 0 une barre. On fait des petits mots, on s'installe, on s'engage un sénateur, on s'engage des servantes royales pour notre future princesse, on installe des petits châteaux. Fait que tout est vraiment toujours très, justement, cute. C'est une mécanique, une thématique qui est très originale dans le deck building. Normalement, si on espèce de faire un gros royaume extrêmement puissant, on essaie de tuer des monstres, etc. Seulement, on essaie de faire élire une princesse. J'avais jamais vu ça. Je trouve ça, encore une fois, au niveau de l'originalité, j'en parlais souvent, c'est un jeu extrêmement original à ce niveau-là. Au niveau de ses aspects négatifs, c'est un deck building qui ressemble un petit peu justement à la Dominion, ça veut dire qu'il est un peu simple comme deck building. Il n'y a pas des effets de combo extrêmement efficaces qu'on peut faire. Ça aurait peut-être été le fun d'avoir un petit peu plus de diversité dans les cartes qui composent le marché. Il y en a 30. On en utilise, il y a 30 paquets de cartes. On en mélange 10 dans une partie. Fait qu'on a quand même assez rapidement fait le tour des combinaisons possibles. Mais il y a des extensions qui vont venir enrichir ça. Il y en a déjà 2 d'annoncés. Et la boîte de base est faite pour contenir les 2 extensions. Ça, c'est positif. Donc, c'est pas mal juste ça que j'ai au niveau de négatif à dire. Un petit peu de diversité, un petit peu léger comme deck building, mais sinon je le recommande vraiment très très fortement, surtout, et ça c'est ma blonde qui m'a dit de le dire, surtout si vous avez des joueuses dans vos groupes
de joueurs. Fait que des fois, au lieu de leur sortir un gros jeu de super-héros, j'ai joué récemment avec ma conjointe et la conjointe d'un ami qui ont beaucoup, toutes deux, apprécié une thématique rafraîchissante dans le deck building, au lieu justement de se courir après avec des grosses épées ou de jouer un gros jeu de figurines avec Conan qui arrache des têtes, d'avoir un petit jeu un petit peu plus léger, un petit peu plus fantaisiste, basé autour des princesses. Ils ont beaucoup apprécié. Fait pour cette raison-là, puis en plus, le jeu est un petit peu dispendieux, une cinquantaine de dollars. Donc, aussi dans ses aspects négatifs. Fait que sur ce, si vous avez des questions ou commentaires, comme à l'habitude, vous me laissez des messages dans le bas de la page. Ça va me faire plaisir d'y répondre dès que possible. Et ne vous gênez pas pour laisser des suggestions pour les prochains jeux sur lesquels faire des revues. Donc, Heart of Crown. Allez chercher ça si vous aimez les deck building. Vous allez aimer ça. Sur ce, une prochaine fois. Bonne fin de journée.